La place du souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons tous les 15 jours e-souvenir, un concept qui a pour but de vous faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans ce qu'on appelait alors l'Union de l'Afrique du Sud, un État autonome au sein de l'Empire britannique. La majorité des habitants étaient noirs, mais la minorité blanche contrôlait les terres, la richesse et le gouvernement, une structure sociale discriminatoire qui a par la suite été codifiée dans la législation du pays, dénommée apartheid. À sa naissance, Nelson Mandela portait le nom de Rolihlahla Dalibunga Mandela. Son père était chef du clan Madiba et membre de la dynastie des Tembo, une division des Xhosa, le deuxième plus grand groupe culturel en Afrique du Sud. Rolihlahla Mandela est le premier membre de sa famille à fréquenter l'école. Et dès son premier jour, son institutrice lui dépossède de son identité en le baptisant Nelson. Une pratique courante à l'époque où les Blancs ne pouvaient ou ne voulaient pas prononcer un prénom africain et considéraient qu'en porter un était non civilisé, comme il l'écrivit dans son autobiographie « Un long chemin vers la liberté ». Il intègre Fort Hare pour y entamer des études en droit, se familiarise avec le militantisme et se fait même expulser après avoir conduit une grève dénonçant les prérogatives limitées du Conseil représentatif des étudiants. Eh bien, moi, je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous me faites en me demandant d'intervenir dans le cadre de cette série consacrée aux grandes figures de l'Afrique et du monde. Je voudrais vraiment vous encourager à persévérer dans cette voie. J'ai eu à regarder, à écouter les premiers éléments de la série et je trouve que c'est de très bonnes factures. Les collègues que vous avez sollicités ont répondu à l'attente que des intellectuels et que même des citoyens d'Afrique, du monde, peuvent avoir. Alors, en ce qui concerne le personnage de Nelson Mandela, je devrais vous avouer que c'est un des plus grands personnages, non seulement de l'Afrique au XXe siècle, et je crois qu'au XXIe siècle, on continuera de penser à lui. Il y a deux monuments que j'ai à l'esprit qui l'illustrent. Si vous allez un jour en Afrique du Sud, à Johannesburg, vous allez voir cette statue gigantesque qui représente Mandela. Si vous allez à Londres aussi, vous allez voir également une autre figuration du personnage. Venant de nos parents, de nos interlocuteurs occidentaux, parce que nous sommes tous des êtres humains, venant de cette partie du monde, de l'Occident, c'est assez révélateur aussi qu'on puisse montrer autant de respect vis-à-vis de Nelson Mandela. Donc vous avez bien fait. Moi qui vous parle, j'ai eu il y a quelques années à intervenir pour une des télévisions de la place du pays, avec d'autres collègues africains sur Mandela. Et il y a encore 2 ans, une structure de la place m'avait demandé également d'intervenir sur Mandela. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est peut-être la 3e fois que de manière systématique, j'essaie de dire ce que je pense du personnage et aussi de vous raconter ma perception d'un certain nombre de faits qui se sont déroulés concernant l'Afrique, concernant l'Afrique du Sud, concernant le monde. Et dans ce dossier, moi que j'avais présenté, les éléments en plus de ce que j'ai dit à propos de l'art,
sur lesquelles je pense qu'il serait intéressant de se pencher, c'est les questions liées aux instruments qu'il faut utiliser pour bien connaître le personnage. Il y a l'écrit. Qui a écrit sur Mandela? Vous m'avez montré tout à l'heure beaucoup de livres dans cette bibliothèque. Et c'est important. Tout ce qu'on dira aujourd'hui devra être complété par des lectures. Qui chante? Combien de personnages, d'artistes ont chanté Mandela? Et je suis sûr que vous avez dans votre discothèque et dans votre bandothèque des éléments. Qui a dessiné Mandela? Je vous ai donné un exemple. Qui a sculpté Mandela? Tout à l'heure, en commençant, je vous ai parlé des sculptures. Donc voilà un personnage qui a été utilisé à travers différentes modalités, différentes formules. Comment diffuser maintenant tout cela? La radio, la télévision, ce que vous faites, c'est très important. Comment analyser la réception maintenant? L'impact positif ou négatif? On pourra en parler tout à l'heure du rôle de Mandela. Et en conclusion, pour le débat, ce qu'on pourra discuter, c'est son rôle comme éducateur. C'est Mandela qui a lancé une formule: l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. C'est un éducateur, et on pourra en reparler tout à l'heure. L'éducation, qu'elle soit informelle, au niveau de la famille, ce que vous faites, les médias, l'éducation formelle à l'école, il est passé par là aussi. Les associations, les syndicats, voilà pourquoi le personnage de Mandela est intéressant. Et à chaque niveau, on pourra en parler. Je prends l'exemple de l'éducation informelle. Nous qui sommes sénégalais, c'est très bon de lire les mémoires de Mandela. Quand il décrit ce que j'appelle l'éducation, si vous voulez, du groupe communautaire, de la communauté. Je ne veux pas parler d'éducation tribale, parce que ce terme est utilisé par certains. On fait très caractéristique la circoncision. Nous, Sénégalais, on connaît la case de l'homme, comme on connaît aussi l'initiation des filles. Mandela décrit tout cela. Donc, un Africain qui lit Mandela, il a une idée de cette Afrique unie par la géographie, la culture, les traditions. Donc il y a des passages, j'ai ici devant moi les mémoires de Mandela, il parle de cela, comment ça se passe en Afrique du Sud, l'initiation, donc c'est comme chez nous, hein, le lol, hein, à Wolof. Je n'ai pas assisté à une cérémonie en Afrique du Sud, je ne sais pas si les Kasak qu'on a chez nous, est-ce que ces cérémonies existent, mais en tout cas il donne une piste de réflexion pour les Africains. Cette Afrique-là, d'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est utile, puisqu'il y a des ouvrages, même pour les Européens, sur l'éducation, et la plupart des ouvrages consacrés à l'éducation, à l'histoire de l'éducation, quelqu'un que je connais, Henri Jean-Mer, c'est un Européen. Il a écrit un livre remarquable sur les rites de l'adolescence chez les Européens. Mais il dit, dans cet ouvrage, il y a beaucoup de choses qui échappent aux Européens sur l'origine de l'humanité, sur l'initiation. Il faut aller en Afrique pour comprendre comment ça s'est passé. Et ils ont perdu les repères. Pourquoi on éduque, comment on a éduqué depuis la préhistoire. Mandela donne des informations là-dessus. Et ça, je pense que c'est très utile. Je ne vais pas développer. Deuxième élément important de l'éducation en général, c'est la lucidité et l'adaptation. Comment éduquer, mais avec lucidité, et comment s'adapter. Vous savez, il y a un débat sur l'éducation. Il y a plusieurs formes d'éducation, j'en ai parlé. Mais il y a deux directions qui peuvent s'opposer. Certains pensent que pour l'éducation, il suffit d'enseigner aux jeunes ou aux intéressés d'une manière générale, ça peut être même des adultes, comment reproduire ce qui a été fait par les anciens, par les parents. D'autres disent, attention, il faut éduquer l'individu, il faut éduquer les sociétés pour que les gens puissent s'adapter
C'est le débat entre Platon, pour parler comme les philosophes, comme les Européens, et Aristote. C'est deux voies différentes. Donc, Mandela, comme certains pensent qu'il faut permettre effectivement, Senghor l'a dit, il faut s'enraciner et puis s'ouvrir. Je crois que la lecture de Mandela permet d'aller au fond des questions. L'attente, est-ce qu'il faut des héros, des messies pour changer? Alors là, je voudrais vous raconter une anecdote. C'était en 2005, à l'époque, je voyageais beaucoup dans le cadre du mouvement panafricain et d'éducation des adultes. C'était à Maputo, organisé par une ONG qui s'appelle Mwengo. C'est des amis basés au Zimbabwe qui m'avaient invité à cette rencontre au Mozambique. Et le thème, c'était comment sera l'Afrique dans 50 ans. Et on avait demandé à Mandela, il avait d'ailleurs sa béquille à l'époque, il se déplaçait difficilement. J'étais à cette rencontre. C'était de dire aux enfants, comment sera l'Afrique dans 50 ans? Et il a parlé aux jeunes. Et ce que j'ai retenu, c'est pour ça que c'est important de savoir comment éduquer. Il a dit aux jeunes, si quelqu'un vient vous dire qu'il peut libérer le continent, qu'il peut changer la situation de l'Afrique, il ne faut pas le prendre au sérieux. Ça, c'est de la démagogie. Mais si quelqu'un vient vous dire, venez, on va travailler ensemble, on va s'organiser ensemble, on va changer la situation. Mandela a dit, écoutez en ce moment attentivement. Voilà la conception. Et c'est la dernière image que j'ai eue de Mandela en 2005 à Maputo. Alors, troisième élément que je retiens, c'est le courage et l'humour. Un personnage très courageux, il sait comment faire face à la violence. Il sait que la non-violence aussi a ses vertus. Et en cela, il est dans la même lignée que Martin Luther King ou Gandhi, ou tous les apôtres de la non-violence, qui la plupart malheureusement sont décédés de manière violente, pas Mandela. Mais en résumé, il y a quelque chose qui les unit. Ils sont d'accord sur un fait. La non-violence n'est non-violence que quand on a les moyens d'user de la violence. Parce que si on est non-violent parce qu'on a peur, tous, ils disent que c'est de la lâcheté. Le non-violent, c'est celui qui est assez puissant, qui sait qu'il a beaucoup de militants, beaucoup de soutien, mais il ne fait pas usage de la violence. C'est comme quelqu'un qui pratique les arts martiaux, comment neutraliser l'adversaire sans faire trop de dégâts. Et bien, Mandela aussi, c'est un cas intéressant, les rapports hommes et femmes. Vous connaissez également ses idées sur beaucoup de questions, sur la sensualité, sur le charme. Alors, d'ailleurs, je taquine souvent mes sœurs et nos filles, d'ailleurs, sénégalaises. Mandela a consacré de belles pages aux Sénégalaises. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais voilà ce qu'il dit en anglais. Je vais vous lire ce passage parce qu'il est très, très, très intéressant. The gracefulness of the slender fishing boats that glided into the Ebo in Dakar was equaled only by the elegance of the Senegalese woman who sailed through the city in flowing robes and turbaned heads. I wandered through the nearby marketplace, sûrement il parlait de Sandaga, hein, intoxicated by the exotic spices and perfumes. Donc les chouraï, les gongos, ça l'avait beaucoup frappé. The Senegalese are handsome people, and I enjoyed the brief time that Oliver Tambo and I spent in their country. Their society showed how disparate elements, French, Islamic, and African, can mingle to create unique and distinctive culture. Ah, c'est des belles pages sur la culture sénégalaise. Ce qu'ils pensent des Sénégalais, ils disent que ouais, ils ont réussi à concilier leur culture ancestrale, ce qu'ils ont
ont reçu de l'Occident, ce qu'ils ont reçu de l'Orient. Et il dit que les Sénégalais arrivent à se débrouiller, et à vivre sans trop de dégâts. En fait, c'est ce qu'il pense. Ce Sénégal des années 60 est-il le même que le Sénégal d'aujourd'hui? Bref, Mandela nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes. Et je pense qu'en lisant ses mémoires, on a toutes ces informations. Et j'aime bien lire ses mémoires, parce qu'il revient sur tout cela, sur ses souvenirs de voyage, et sur ce que les Sénégalais lui ont apporté comme soutien. Je pense que notre compatriote Mamadou Ibra Kane, qui a publié un livre là-dessus lui aussi, raconte également maintenant la dernière phase aussi, sous le régime du président Abdou Diouf. Vous savez que Mandela est revenu encore au Sénégal, et je pense qu'il a été docteur honoris causa à l'université Cheikh Anta Diop. À l'époque, je pense que c'était le professeur Souleymane Niang qui était recteur. Donc, tout cela nous concerne, et je pense que votre initiative est très bonne. Ça permet de relier le personnage avec le reste de l'Afrique. Il n'appartient pas seulement à l'Afrique du Sud, mais aussi c'est un personnage qui appartient à l'histoire universelle. Et en cela, je pense que vous avez fait un très bon choix, et je vous encourage à diffuser, à recevoir aussi des suggestions, des critiques et peut-être des questions. Ceux qui voudraient peut-être en savoir davantage sur ce qu'ils pensent de l'éducation africaine. Après ses études à Fort Hare, la seule université où les Noirs étaient admis, il rejoint en 1943 le Congrès national africain, ANC, qui milite pour les droits civiques des Noirs en Afrique du Sud. En ce moment, et précisément en 1948, le régime sud-africain se durcit avec l'instauration officielle de l'apartheid. Pour lutter contre ce crime contre l'humanité, Mandela et ses collègues du Congrès national africain adoptent des tactiques pacifiques, comme les grèves et les manifestations. En 1952, Mandela est élu président de l'ANC et organise le lancement d'une campagne de désobéissance civile de grande envergure, où il pousse les manifestants noirs à enfreindre les lois. Plus de 8000 personnes, y compris Mandela, sont emprisonnées pour non-respect des règles établies par les Blancs. Grâce à la campagne de désobéissance civile, Nelson Mandela et le Congrès national africain se font connaître du grand public. En 1956, il est condamné pour trahison avec 150 autres personnes. Il est remis en liberté en 1961 et vit dans la clandestinité pendant 17 mois. Au fil du temps, la résistance armée devient pour Mandela le seul moyen de mettre fin à l'apartheid. En 1962, il quitte brièvement l'Afrique du Sud pour la première fois pour entreprendre une tournée continentale dans le but de sensibiliser le monde à sa cause et aussi suivre une formation militaire. Mais après son retour le 5 août 1962, il est arrêté et condamné pour avoir quitté le territoire sans permission. Pendant son séjour en prison, la police découvre des documents faisant état d'un plan de guérilla. Un autre procès s'ouvre, celui de Rivonia. De l'itinéraire qui conduit à la chefferie, vous avez parfaitement raison, on a rappelé, qu'il est né dans une famille où ce leadership est reconnu et perpétué. Ça ne signifie pas que tous ceux qui ont été éduqués dans cela, dans le leadership, vont toujours continuer à diriger. Vous voyez bien que la situation, au plan national, au plan politique, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, Cyril Ramaphosa est le président de l'Afrique du Sud. Il vient du mouvement syndical. Donc, vous avez raison de rappeler maintenant cette dimension préparation, ces opportunités qui existent. Et il y a un ouvrage remarquable d'un grand philosophe, Plekhanov, le rôle de l'individu dans l'histoire. Il y a des circonstances particulières qui ont fait que Mandela, en plus de cette éducation qu'il avait reçue, a su jouer au rôle de leader dans un contexte beaucoup plus complexe et des défis beaucoup plus grands. Et il a su
se frayer une voie, travailler en équipe avec d'autres camarades et réussir à bâtir je ne veux pas dire bâtir une nouvelle société, bâtir un cadre pour une nouvelle société. Et là, ça me permet d'apporter des informations sur les limites. J'ai été en Afrique du Sud à plusieurs reprises. J'ai constaté les limites. Déjà même au moment où Mandela était en prison, cette société était traversée par plusieurs contradictions. Pas la contradiction seulement entre les Européens, les gens d'origine européenne et les Africains, sans oublier les Asiatiques, les gens qui sont d'origine asiatique, tout cela dans cette sorte de mosaïque de population, c'est très complexe et ils ont réussi à créer une dynamique pour changer et donc sortir de l'apartheid, pour parler de manière concrète. C'est vrai, vous avez raison, ça a permis de sortir de cette situation très complexe, mais les séquelles sont toujours là. Au moment où il y avait l'ANC, il ne faut pas oublier qu'il y avait le mouvement de la conscience noire, il y a eu le PAC face à l'ANC, ça a été très complexe. J'ai eu à rencontrer certains, les débats, même pour le nom de l'Afrique du Sud, j'ai suivi ces débats. Est-ce que le pays, il faut qu'on l'appelle Afrique du Sud ou bien Azani? Il y a 20 ans, 30 ans ici au Sénégal, avec des journalistes, moi j'ai eu à polémiquer pour dire que c'était des débats ouverts, qu'il ne fallait pas croire qu'il y avait un seul point de vue. Le mouvement de la ZAPO, c'est Biko, j'ai connu aussi des militants comme qui a fait la prison au moins 11 ans lui aussi, Neville Alexander, grand intellectuel aussi, qui a écrit sur les questions linguistiques. Quelle langue il faut parler en Afrique du Sud? Comment... Bon, donc le mouvement était très complexe. Donc Mandela est un grand personnage, mais il y a eu beaucoup de contrepoints, des débats au sein de l'ANC, en dehors de l'ANC. Il a pu s'en sortir, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les jeunes qui en redemandent encore, qui pensent que l'attitude de Mugabe était beaucoup plus progressiste, le fait de récupérer les terres, de donner ça aux Noirs. Bon, chaque société et chaque leader a sa perception. Ce sont nos amis chinois qui disent que le vrai et le faux se distinguent dans le mouvement. C'est-à-dire que les limites, on les voit, et la nécessité d'aller plus loin, c'est clair, en tirant le bilan des erreurs et des limites. Je crois que un de mes derniers voyages en Afrique du Sud, j'ai assisté à des rencontres et j'ai même vu, et puisque j'étais là-bas, j'ai constaté que les mêmes mots, les travers qu'on voit dans pas mal de sociétés africaines, les partis politiques, les gens qui s'entre-déchirent, qui se tuent, et alors qu'ils sont dans le même parti, ces phénomènes de brutalité au sein des mêmes organisations, sans oublier également les forces policières qui vivent comme au temps de l'apartheid, c'est les mêmes civilisations. Lui, il a théorisé ça, il a enseigné pendant des années aux États-Unis. Il a aussi été souvent en Afrique de l'Est. Mais Ali Mazroui s'est permis de dire un moment en Afrique, c'était des débats au sein du Kodesria, qu'il y a peut-être 5 pays qui comptent sérieusement. Et parmi ces pays, bien sûr, l'Afrique du Sud, si vous prenez en Afrique des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, si vous prenez l'Égypte, c'est des mastodontes. L'Éthiopie,
Bon, maintenant, on peut aller étudier la liste. Hein. Maroc, Cameroun, vous pouvez allonger. Mais il y a eu des débats. Quels sont les pays sur lesquels il faut compter pour que rapidement le continent soit uni et soit une grande puissance, respectée par tout le monde. Mais quel que soit vos points de vue, l'Afrique du Sud, vous ne pourrez pas ne pas l'inclure. Donc ce qui explique cet enjeu pour nous tous. Il y a d'autres mastodontes. Et le débat, il est toujours ouvert. Sur quoi s'appuyer pour accélérer les processus d'unification. Je pense que ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, quand il y a eu le NEPAD, quels étaient les pays qui étaient concernés au départ du projet de NEPAD? Vous vous rappelez? Le NEPAD. Et moi, j'ai participé à des rencontres sur le NEPAD, ou des débats très complexes. Et le président Beki jouait un rôle extrêmement important. Et c'est en Afrique du Sud où se trouvait le siège. Bon, maintenant, il y a une division des tâches. L'Algérie s'est occupée d'éducation, le Sénégal, on lui a donné une partie donc, des tâches, mais c'était les 5. Mais à tous les moments de l'histoire africaine, l'Afrique du Sud compte. Du fait de sa position géographique, du fait de la concentration de la population dont vous avez parlé, et du fait aussi de cette expérience que les militants sud-africains ont eue. Donc je pense que ça continuera pendant longtemps encore, il ne faut pas se faire d'illusions. La géographie, ça compte, hein, la géographie. Et la meilleure façon de rendre hommage à Mandela, c'est de faire en sorte que ces questions que vous soulevez, de souveraineté, les questions de solidarité, soient réagitées. Donc, ça serait une très bonne chose. Ouais. Ah ouais, mais c'est vous qui nous avez... En tout cas, vous avez soulevé énormément de problèmes. Hein. C'est important. Au final, ils se rejoignent tous. Que ce soit dans les mêmes combats. Et c'est un des rares personnages, si tu vas à Londres, c'est que on est obligé de le respecter. C'est une dimension très, très forte. Ah oui, c'est l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ah oui, ça c'est... Il a dit cela et je crois qu'il a vu le fond du problème. Et quand on repense, parce que moi j'aime bien faire le parallèle avec Cheikh Anta, la civilisation ou barbarie, dit après la même chose, l'éducation, et surtout l'éducation qu'il faut donner aux jeunes, c'est ça qui peut permettre d'espérer. Chanta insiste, il donne un exemple des jeunes blancs qui voient le Ku Klux Klan qui se réunit et qui ils prennent leur voiture, ils foncent. Parce que ces jeunes sont éduqués. Ils savent que ça, c'est injuste, c'est catastrophique. Mais pour que ces jeunes-là puissent le faire, il faut bien qu'ils puissent être éduqués. Qu'on leur explique qu'est-ce que c'est que l'être humain. L'éducation et l'information, c'est capital. Si les jeunes ont les informations, on peut espérer. Parce que les adultes sont déjà, voilà, je ne dis pas amortis, mais, bon, mais c'est plus difficile. En 1964, Mandela a été condamné à la perpétuité et a fait 27 ans d'emprisonnement avant d'être libéré le 11 février 1990. Il a été le prisonnier le plus célèbre à l'échelle mondiale, compte tenu de ses combats et positions contre l'apartheid. L'apartheid est officiellement aboli en 1991 et en 1994, le Congrès national africain remporte avec plus de 62% des voix lors des élections à la fois pacifiques et démocratiques. Mandela,
qui partage avec Frédéric de Klerk un prix Nobel de la paix, devient président d'un nouveau pays, d'Afrique du Sud. Le 18 juillet est consacré Journée internationale Nelson Mandela par l'UNESCO. Dès son ascension au pouvoir, le premier président noir d'Afrique du Sud s'attelle à mener une politique de réconciliation nationale en mettant en place la Commission de la vérité et de la réconciliation. Il devient une icône de la lutte contre la pauvreté et le sida à travers plusieurs associations. Il est l'une des personnalités les plus écoutées au sujet des droits de l'homme. Au soir du 5 décembre 2013, le père de cette nation arc-en-ciel décède à l'âge de 95 ans. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.